Nous sommes le 29 mai 1889, Paris est en fête. Si l'exposition universelle bat son plein et la toute nouvelle tour de Gustave Eiffel se détache fièrement dans un ciel sans nuages, place du Panthéon, il y a un mariage. À la mairie du 5e arrondissement, monsieur Georges Clemenceau marie sa fille aînée Madeleine. Âgée de 19 ans, elle n'est pas encore majeure, mais déjà amoureuse. L'heureux élu s'appelle Numa Jacquemer, 32 ans, catholique pratiquant. Par amour, il a accepté un mariage uniquement civil. En même temps, comment pourrait-il en être autrement ? Il semble impossible pour lui de s'opposer à ce désormais beau-père, ce partisan de la prochaine séparation de l'Église et de l'État. Médecin de formation, maire sous la commune, républicain convaincu et pour l'heure député du Var, il n'est pas de ceux qu'on contrarie. Et Madeleine non plus d'ailleurs. Elle épouse son avocat catholique qui n'est certes pas le plus beau, mais appelé à une belle carrière. Clemenceau, ému, embrasse sa fille. Madeleine n'a pas de dot, mais un magnifique trousseau qu'elle a elle-même confectionné. Sa mère américaine ne connaît pas cette tradition. Comment ne pas s'émerveiller devant le linge qui provient d'une des meilleures maisons de la rue du Sentier ? Du linge de corps, de lit, de table, des robes. Il y en a pour plusieurs milliers de francs. Sans compter bien sûr la magnifique robe de mariée en satin ivoire et tulle de dentelle blanche et un manteau de chez Gudbriand, un couturier parisien très en vogue à l'époque. Madeleine aime le chic parisien. Par sa naissance, elle appartient à la bourgeoisie politique et entend mener son rang et même prendre une place dans la société. Une place plus importante que celle de sa mère, Mary, the beautiful Mary. Madeleine est belle elle aussi, mais pas seulement. Elle est intelligente. Comme sa sœur Thérèse, 17 ans, que la cérémonie éclipse un peu, pourtant elle porte une robe magnifique elle aussi, car Clemenceau n'a pas reculé devant la dépense. C'est un père attentionné, qui veut le meilleur pour ses filles et pour son fils Michel aussi. Clemenceau lui-même est un dandy, toujours chic, habitué des salons et de la vie mondaine. En cela, ses filles seront ses dignes héritières, fréquentant comtesses et tout ce qui compte dans le monde des lettres et de la vie intellectuelle, artistique et républicaine. Les filles Clemenceau savent tenir leur rang dans une époque tourmentée avec ses crises, ses affaires, mais pour l'heure, l'époque est belle. Cette exposition universelle de 1889 est en quelque sorte le bouquet final d'un siècle qui a connu la révolution industrielle. Mais sa dernière décennie est politiquement sombre. Les crises se succèdent et si elles n'empêchent pas l'élite bourgeoise de se distraire, elles sont comme des poussées de fièvre qui mettent en péril l'unité nationale. Les haines s'attisent, pire encore, l'État lui-même se fait violent. Le 1er mai 1891, les organisations ouvrières revendiquent la journée de 8 heures au lieu de 12. À Fourmies, petite ville textile du Nord, l'ambiance est tendue car le patronat a menacé de licencier les ouvriers qui arrêteraient le travail. Il a obtenu le soutien de l'armée. En fin de journée, les soldats tirent sur quelques centaines de manifestants. Le bilan est terrible, 9 morts, dont 4 jeunes femmes et un enfant, tous martyrs. Clemenceau, en qualité de député du Var, réclame l'amnistie des manifestants condamnés. Et comme tant d'autres, ses fils s'interrogent sur cette troisième république qui accuse leur père à tort lors du scandale de Panama. Il a été médecin des pauvres pendant la Commune et il s'est battu pour obtenir l'amnistie des communards. Elles le savent, alors comme lui, elles rêvent de justice sociale. Madeleine Clemenceau rêve aussi d'égalité des sexes. À Paris, elle s'intéresse à la création de la Fédération française des sociétés féministes. Des femmes revendiquent le droit de pratiquer tous les métiers, d'être égales aux hommes devant la loi. En matière de mariage, la vision de Clemenceau à cette époque est pour le moins équivoque. Les femmes doivent rester au foyer, les hommes, eux, peuvent avoir des maîtresses. Et il écrit dans son journal « La justice, je ne conteste pas que la véritable place de la femme soit au foyer domestique. Ses filles sont-elles d'accord ? On peut poser la question. Une chose est sûre, en revanche, Clemenceau courait le guidou. Il ne cache pas ses conquêtes et même s'il le faisait, il y aurait toujours une bonne âme pour en rendre compte à sa femme, Mary Plummer. L'Américaine a supporté les frasques de son mari avec résignation, jusqu'au jour où, se sentant délaissée, elle est allée chercher un peu de réconfort, mais pas bien loin. C'est avec un jeune normalien, précepteur de ses enfants, qu'elle a une aventure extra-conjugale. Mal lui en prend, car dans cette société sexiste et phallocrate, l'homme peut papillonner, oui, mais la femme, certainement pas. Là encore, les filles Clemenceau partagent-elles ce point de vue ? Cela nous semble improbable aujourd'hui, et pourtant,
Il est possible que l'une d'elles a dénoncé sa mère et lui a conseillé de faire plutôt suivre l'amant pour arriver à ses fins. Mais attention, l'information vient d'une source peu fiable, comme disent les historiens, en l'occurrence d'une langue de vipère, commère, de métier d'ailleurs, Edmond de Goncourt. Edmond de Goncourt, qui a laissé avec son frère son nom au célèbre prix, confie à son journal que l'infidélité de son épouse a humilié Clémenceau. Dès qu'il l'apprend, il la fait suivre pour la prendre en flagrant délit d'adultère. Accompagné d'un commissaire de police, Georges Clémenceau fait faire un constat afin d'infliger 15 jours de prison à son épouse. De surcroît, elle perd la nationalité française en divorçant et doit retourner aux États-Unis. On ne sait pas ce que ces filles ont alors pensé du sort réservé à leur mère. Ce qu'on sait, c'est que Clémenceau détruit à coups de marteau le buste de son ancienne bien-aimée qui trône sur la cheminée. Il fait aussi brûler ses photos, et quand elle meurt dans une certaine pauvreté le 13 septembre 1922 à Paris, personne ne se trouve à son chevet. Doit-on conclure que Clémenceau a accaparé tout l'amour filial ? Nous sommes en 1894 quand le couple Clémenceau divorce et Madeleine elle-même est sur le point de devenir mère. 1894, c'est aussi l'année où Thérèse, la plus jeune, se marie avec Louis Saint-André Gatineau, dont Clémenceau est le tuteur. Dans un premier temps, il n'a pas accueilli la demande de la main de sa fille d'un très bon œil, car le jeune homme boit trop et travaille peu. Par la suite, Saint-André Gatineau ne décroche des postes dans l'administration que grâce à son tuteur. Pour couronner le tout, ce bon à rien se révèle volage et violent, même lorsque Thérèse est enceinte. Le 14 octobre 1894, à Paris, Madeleine donne naissance à René, le premier petit-fils de Clémenceau. Quelques semaines plus tard, Thérèse accouche elle aussi d'un garçon, Georges, comme Clémenceau. Mais Georges Clémenceau ne peut pas se livrer pleinement à l'art d'être grand-père. En 1894, le contexte politique l'accapare, et une affaire en particulier qui va devenir un scandale et qui agite la société française, l'affaire Dreyfus. C'est au mois de décembre que le capitaine Dreyfus est condamné à la dégradation militaire et à la déportation avant d'être envoyé au bagne de Cayenne. Et Clémenceau, dont la pensée évolue petit à petit, s'engage pour la cause de la vérité et de la justice. En octobre 1897, alors que son journal « La Justice » disparaît, il entre comme journaliste dans un nouveau quotidien républicain socialiste, l'Aurore, qu'il va transformer en machine de guerre contre les anti-Dreyfusards. Et oui, l'affaire Dreyfus et l'Aurore, ça vous rappelle forcément quelque chose. C'est bien dans ce journal qu'en janvier 1898, l'écrivain Émile Zola fait paraître son fameux « J'accuse », célèbre lettre au président de la République. L'Aurore est un journal dreyfusard et même le principal porte-parole des partisans de l'innocence du capitaine Dreyfus. Mais la presse dreyfusarde est minoritaire, 500 000 lecteurs contre 2,5 millions de lecteurs anti-Dreyfusards. Alors Georges Clémenceau s'active pour obtenir la révision du procès. Il fait paraître des centaines d'articles jusqu'à sa démission du journal en 1899. Madeleine et Thérèse sont les premiers soutiens de leur père et l'assistent lors du procès de Zola, attaqué pour ces accusations. Dans les salons mondains et dreyfusards qu'elles fréquentent, elles défendent aussi le capitaine Dreyfus, sans pour autant prendre la plume et encore moins les armes. Tout ceci reste une affaire d'hommes. Fin septembre 1902, une triste nouvelle fait à peine un entrefilet dans les journaux. Numa Jacquemer, le mari de Madeleine, est mort à 45 ans. Au cours d'un séjour chez un confrère dans le Loiret, la mort l'a terrassé sous la forme d'une péritonite aiguë causée par un accident de chasse. Ce qui est extrêmement étrange, non ? Que le décès soudain du gendre de Clémenceau ne fasse pas plus de bruit, c'est plus ou moins inattendu. C'est Georges Gatineau, le fils de Thérèse, qui racontera l'épisode bien plus tard, en 1961, dans ses mémoires. Alors que Numa Jacquemer est parti chasser avec son ami et confrère Félix de Cory, Madeleine, sa femme et l'avocat Maurice Bernard restent dans la propriété, plus exactement dans la chambre de Madeleine. Et elle est surprise au lit par son mari. Mais les choses tournent tragiquement puisque Numa se suicide devant elle d'un coup de fusil dans la bouche. C'est horrible et théâtral, mais aussi sujet à caution. Georges Gatineau ayant une nette tendance à la mythomanie. Quoi qu'il en soit, voilà Madeleine veuve à 32 ans. Elle a beaucoup de mal à se remettre du suicide de son mari. Ça ne va pas mieux du côté de sa sœur Thérèse. Elle est lasse des infidélités de son mari, mais tarde à demander le divorce. Son père pourtant la soutient,
Mais ces deux filles perdent à la fois leur force et leur vivacité. C'est l'éducation de son fils qui permet à Madeleine de reprendre du poil de la bête. Elle l'emmène à la Comédie Française pour qu'il s'initie au classique. Pour autant, elle n'en oublie pas les arbres de Noël, les goûters et les bals costumés organisés par les salons républicains les plus courus de Paris, comme celui des Menards d'Orient dans le 16e arrondissement. Thérèse, qui a une fille en 1900, doit quant à elle s'occuper seule de ses deux enfants puisqu'elle s'est enfin séparée de son mari violent. La petite famille loge d'abord chez Clémenceau, rue Franklin, dans le 16e arrondissement de Paris, puis rue de Passy. Les deux sœurs, désormais sans mari l'une et l'autre, se rapprochent plus encore, même si elles n'ont jamais été très éloignées. Elles partent en vacances ensemble à Dieppe, en Normandie. Ainsi, elles ne sont jamais loin de leur père, qui a acheté une gentilhommière à Bernouville, près de Giverny, et de son ami, le peintre Claude Monet. Partout où elles vont, elles représentent leur père. Elles sont donc toujours bien habillées, bien coiffées, toujours très élégantes. Elles n'ont pas besoin de se forcer, elles ont ce qu'on appelle un chic naturel. C'est que Clémenceau est devenu président du Conseil en octobre, lui qui était déjà ministre de l'Intérieur depuis mars 1906. Il est en première ligne pour faire appliquer ses convictions républicaines et sociales, mais confronté à l'exercice du pouvoir, une série de grèves violentes entrave son action. Et si, au moment de la catastrophe minière de Courrières, suivie des grèves et des mineurs, il fait envoyer l'armée en réponse aux grévistes, on le soutient quand même. Toujours faire front, quoi qu'il arrive. Parfois pourtant, Clémenceau trouve que son aînée en fait trop. Elle prend des airs penchés, écrit-il dans sa correspondance, elle est snob, voilà. Et ça, Clémenceau n'apprécie pas. Il paraît même qu'on les surnomme les précieuses radicales. Pas étonnant que Madeleine ouvre un salon. Tout est guindé et choisi dans le salon de Madeleine, surtout les invités issus de la grande bourgeoisie politique et républicaine. On y croise même Marcel Proust. Il trouve que Madeleine est belle, mais aussi qu'elle a l'air d'une fille qui couche avec son père. Que faut-il comprendre à cela ? Critiquerait-il de façon détournée le célibat de Madeleine qui se prolonge au-delà des convenances et fait d'elle une femme libre, donc bonne à calomnier ? Seul Marcel Proust le sait. La plus jeune Thérèse a, elle, rencontré un jeune avocat, Jules Young, dont elle est tombée très amoureuse. Elle n'a pas de revenus, mais n'en poursuit pas moins sa vie mondaine, faite de dîners en ville et de théâtre. Son horizon pourtant s'obscurcit, car la famille Young refuse que Jules épouse une divorcée, mère de 2 enfants. On va voir ce qu'on va voir. Quand la guerre éclate en 1914, Georges Clémenceau a 73 ans, Madeleine 44 et Thérèse 42. René, le fils de Madeleine, a lui tout juste 20 ans et entame des études pour devenir médecin comme son grand-père Georges et son arrière-grand-père. Mais il est incorporé et devient rapidement officier. Son cousin Georges, le fils de Thérèse, est réformé pour raison de santé. Sur injonction de son grand-père, il s'engage malgré tout dans l'infanterie en mars 1915, mais est à nouveau réformé à l'automne 1917, au moment où son grand-père devient président du Conseil et ministre de la guerre. Soupçonnant que Gatineau reçoive une pension de l'armée, Clémenceau entre dans une colère noire contre son petit-fils tir au flanc. Madeleine, elle, s'est engagée comme infirmière bénévole à l'Union des femmes de France. Formée en 15 jours, elle est envoyée près de Verdun en 1915. Pendant 3 ans, Madeleine la mondaine, Madeleine la snob, travaille à seconder les médecins dans des hôpitaux de campagne. Infirmière, elle est aussi confidente, amie et mère aussi, parfois, de ces hommes traumatisés et souffrants. Elle est si courageuse qu'elle devient infirmière major et elle est citée à l'ordre de l'armée. Son expérience, elle la racontera juste après l'armistice dans un ouvrage intitulé « Les hommes de bonne volonté », un titre que l'écrivain Jules Romain reprendra plus tard. Dans son texte, Madeleine Clémenceau brosse un portrait authentique de l'infirmière au front. Pas de glamour et de sourire permanent, mais la fatigue, le froid, la saleté. S'il est remarqué, son témoignage est vite oublié, noyé dans la masse des récits des poilus survivants. L'aînée écrit aussi une suite à son récit de guerre qu'elle intitule « Les hommes de mauvaise volonté ». Quel titre surprenant. Cette fois, Madeleine attaque l'institution militaire à travers les hommes qui y travaillent, des incompétents, des arrivistes, qui critiquent et méprisent les infirmières. Ils estiment que la place des femmes est dans leur foyer, pas sur le front. Les médecins-chefs autoritaires dénient aux femmes toute initiative. Elles n'ont qu'à obéir. Madeleine y décrit aussi l'état déplorable des hôpitaux et le manque de moyens. Ce texte est un véritable brûlot. En 1919,
Celui qui est désormais devenu le père Lavictoire pour avoir formé un gouvernement à la poursuite de la guerre en farouche partisan d'une victoire totale sur l'Empire allemand, travaille au traité de Versailles. Il n'est alors pas question que sa fille rende publique cette violente critique de l'armée. Et de plus, à la grande stupéfaction de tous, Clémenceau est victime d'un attentat. Aussi, bien qu'écrit en 1919, le texte de Madeleine contre l'armée française pendant la guerre n'est publié qu'après la mort de Clémenceau en 1929. Au sortir de la guerre, Madeleine a un autre rôle à jouer, celui de belle-mère. Son fils René vient d'épouser sa fiancée d'avant-guerre, Marguerite Lanvin, fille de la couturière Jeanne Lanvin. Les deux jeunes gens se sont mariés en mai 1917. Elle est heureuse pour son fils, mais désormais seule. Sa sœur s'est elle aussi mariée avec Jules Jung en juillet 1918. Mais le malheur ne cesse de frapper Thérèse. Après avoir perdu sa fille Colette en 1909, elle perd son tout nouveau mari 4 mois seulement après le mariage de cette célèbre épidémie de grippe espagnole. Après la guerre, Madeleine décide de s'embarquer pour les États-Unis sur les traces de sa famille maternelle. Elle n'a guère de relation avec sa mère revenue s'installer à Paris, nous l'avons dit, mais elle éprouve le besoin de changer d'air. Madeleine passe donc les fêtes du Nouvel An 1920 à New York. En tant que fille du Premier ministre français, elle est reçue dans les meilleures familles, entendez, les plus riches. Si elle n'est pas une fervente républicaine, on pourrait dire qu'elle est accueillie comme une princesse. Elle est émerveillée par le monde qu'elle découvre, tellement différent de l'Europe ravagée par la guerre. Alors que les années folles commencent, elle incarne la Française aux yeux des Américains et elle l'incarne avec élégance dans un anglais irréprochable, grâce évidemment à l'héritage de sa mère. De retour en France, Madeleine Clémenceau écrit constamment et elle est vue comme une intellectuelle. Elle consacre 2 volumes à la vie de Madame Roland, une révolutionnaire, comme vous le savez, morte sur l'échafaud. Elle écrit aussi des romans et des souvenirs autobiographiques. Ainsi, Madeleine s'interroge-t-elle sur la place des femmes dans la société. Pourtant, elle ne s'affiche pas comme féministe et continue à nourrir des sentiments ambivalents à l'égard des hommes. Est-ce dû à l'influence de son père ? Malgré sa présence tutélaire, Madeleine se fait une place dans le monde des lettres. Ouvrage après ouvrage, elle s'impose grâce à son seul talent. Thérèse, de santé fragile, choisit les mondanités. Elle reçoit, écrit quelques articles pour des revues de mode. Elle doit sa renommée à son nom, elle le sait, et elle en profite. Les 2 sœurs se ressemblent décidément, de moins en moins. Cooptée par ses pairs, Madeleine entre au jury du prix Femina, un tribunal des pintades, comme ont pu l'écrire certains journalistes. Elle est fière d'en faire partie. Cet agrément l'aide à surmonter l'immense chagrin dû à la perte de son fils unique René, devenu chirurgien mélas, mort d'un empoisonnement alors qu'il pratiquait une opération. En février 1939, c'est Thérèse qui décède, arrachant à Madeleine une autre partie d'elle-même. La voilà à l'orée d'une seconde guerre sans père, sans fils, sans sœur, seule, mais non sans ressources, car Madeleine a pris en main son destin depuis longtemps. Quand Madeleine entend le discours du maréchal Pétain en juin 1940 qui appelle à cesser le combat, elle se souvient de celui de son père qui, lui, en 1917, appelait à se battre, à ne jamais renoncer face à l'ennemi. Si seulement il était encore là, il empêcherait qu'on piétine ainsi la République. Michel, son frère, a 65 ans et s'engage en tant qu'officier-major du 2e bureau chargé du renseignement. Il déteste Pétain et le gouvernement de Vichy qui rampe devant l'ennemi. Et il le fait savoir. Il écrit même une lettre que l'on peut voir au musée Clémenceau rue Franklin. Il est arrêté en partance pour Buchenwald quand Sacha Guitry intervient pour lui. Michel Clémenceau est emprisonné jusqu'à la fin de la guerre dans le Haut-Tyrol autrichien libéré par les troupes américaines. Madeleine, quant à elle, se réfugie pour un temps en Vendée dans la maison familiale. Avant la déclaration de guerre, elle a rencontré un homme, Ferdinand Bach. Ils sont éloignés mais vont correspondre pendant toute la durée du conflit. Elle lui raconte sa vie à Paris, sous l'occupation, le froid de l'hiver, dans son appartement de la rue Daru, le rationnement. Heureusement, elle peut encore écrire et lire. Les pénuries et la guerre semblent avoir miné la santé de Madeleine, pourtant si forte. Elle décline et elle déprime aussi. Durant l'hiver 1949, l'aînée de Georges Clémenceau s'alite, elle est usée. Elle meurt à 79 ans, le 8 février 1949, 10 ans après sa sœur, 20 ans après son père, et l'année de la parution du 2e Sexe de Simone de Beauvoir.
Son neveu, Georges Gatineau, écrit dans ses mémoires à propos de Madeleine « On l'enterra en Vendée et puis elle fut oubliée ». Ce qui était tout à fait juste, jusqu'à la parution du livre de notre invité. Martine Allaire, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Les filles de Clémenceau ont, écrivez-vous, été invisibilisées car entravées par les figures masculines qui les entouraient. Quelles sources permettent de cerner leur personnalité, de comprendre leurs ambitions et peut-être aussi le rôle qu'elles entendaient tenir dans la société de leur temps? Je crois que la source première, pour moi, a été la correspondance de Clémenceau. C'est une somme qui a été éditée par deux historiens, Jean-Noël Jeannet et Sylvie Brotiac, et c'est absolument formidable parce que pendant toute la vie de Clémenceau, nous avons ces lettres qui sont réunies et évidemment, en lisant ces lettres, j'ai suivi l'histoire de la famille. Alors, il parle pas tous les jours de ses filles, bien évidemment, mais à partir de leur naissance, on a quand même un récit quand il va les retrouver, combien il est content que l'une soit née, puis l'autre, et puis son fils Michel. Et puis, évidemment, il ne raconte pas la petite histoire, les petites histoires de famille. Il reste toujours une figure un petit peu critique, mais en même temps très proche. Et on sent tout son amour. Mais il donne des détails. Et surtout, il m'est apparu comme protecteur. Tout le temps, il est là, il les protège, même lorsqu'il est bourru. Il est là, il est présent. Donc, première source, c'est sa correspondance. Autre source, évidemment, ses œuvres, les œuvres imprimées de Clémenceau. Les livres de Madeleine m'ont beaucoup servi, bien sûr. Elle a écrit une dizaine de livres et à travers ses ouvrages, c'est elle. Ainsi, dans Monime, Reine du Pont, qui à mon avis, enfin, moi, c'est le livre que j'ai préféré, eh bien, Monime, c'est elle, c'est Madeleine. Il y a aussi, évidemment, un fonds Clémenceau, comme vous l'avez dit, au musée Clémenceau. Et puis, il y a les lettres de Madeleine, qui sont une source absolument incroyable, à savoir son neveu, quand il a hérité de l'appartement, eh bien, ils ont déchiré tout, dit-il, tout son courrier amoureux, toutes les lettres qu'elle avait, toute sa correspondance. Donc ça m'a intriguée, un peu agacée. Donc je me suis dit, mais si elle reçoit des lettres, c'est qu'elle en a envoyé. Donc j'ai cherché à qui elle envoyait ces lettres. C'est là que j'ai rencontré Ferdinand Bach. Et à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, il y a un fonds Bach. Et dans ce fonds Bach, il y avait 500 lettres de Madeleine. Ce qui pour moi était une révolution et une approche formidable. Et Georges Gatineau, vous l'avez pris avec des pincettes alors? Oui, beaucoup. oui, parce que pris. Le neveu de Madeleine, pourquoi il ment un peu? Il est mythomane. Il est mythomane et il raconte beaucoup d'histoires et il écrit tard. Il écrit en 61, donc on peut plus rien vérifier. En plus, Madeleine et lui s'entendaient pas du tout. Elle se méfiait de lui. Elle protégeait René contre lui, donc non, Gatineau est une source à prendre avec des pincettes. Martine Allaire, vous publiez donc Les Sœurs Clémenceau aux éditions Talendier, dans lequel vous explorez notamment les liens qui unissaient Georges Clémenceau à ses filles, Madeleine et Thérèse. Nous sommes entre la seconde partie du 19e siècle et le tout début du 20e siècle. En tant que père, quel doit être le rôle de Clémenceau? C'est un père ancré dans son époque ou est-ce qu'il a une telle conscience de qui il est et de sa carrière qu'il il écrit aussi peut-être pour la postérité? Non, je crois pas. C'est pas du tout son genre et je pense qu'il est parfaitement ancré dans son époque et que c'est un père, entre guillemets, normal. C'est-à-dire, il les aime, il les protège, il fait tout pour les aider à grandir, mais en même temps, c'est Clémenceau, c'est quelqu'un d'exigeant et il est dur avec elle. Il est dur dans ses écrits parce qu'elles ne répondent pas assez vite, parce qu'elles sont pas venues, parce qu'elles ne lui ont pas dit où elles allaient. Mais en même temps, on sent, il est dur avec humour, comme il est, avec ironie. Donc on sent un tel amour, une telle protection. Il est quand même toujours présent. Et il ne les a jamais lâchés. Donc quand elles ont des malheurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh ben, il est là, derrière, pour les aider. Il les conseille,
Il leur donne son avis sur le choix des maris ou... Oui. En l'occurrence, il a, vous avez raison, c'est une question fine parce que il a interdit à Thérèse d'épouser Gatineau, Saint-Louis, le père de Georges Gatineau, Saint-André-Louis Gatineau, il lui a interdit. Et malgré tout, elle l'a fait. Et c'est une catastrophe, c'est un fiasco. Donc, il l'avait prévenu. Ouais, il lui écrit je t'avais prévenu. Non, il le dit pas, mais il écrit à ses amis que oui, il ne veut pas de ce mariage, et notamment à son frère Albert. Il ne veut pas de ce mariage. Elle le fait quand même. Bon. Et le mariage n'est pas un grand mariage comme celui de Madeleine. Ouais. Nous aspirons tous au plus haut, c'est la devise inscrite sous les créneaux du château familial des Clémenceaux, l'Aubrais, en Vendée. À quoi Madeleine, née en 1870, et Thérèse, née en 1872, aspiraient-elles ? À mon avis, elles ont des aspirations qui évoluent bien évidemment. Enfant, elles aspirent à aller à Paris. À Paris, elles aspirent à retrouver l'Aubrais, où elles sont très heureuses, où elles forment un trio avec leurs frères, très heureux. Et puis, devenues jeunes femmes, elles aspirent à tenir un rôle dans la société parisienne. Ce sont des mondaines, particulièrement Thérèse. Donc, un rôle de représentation sociale. Elles représentent leur père, elles ont conscience de leur place, mais conscience de leur nom. D'ailleurs, elles ne s'appellent pas Madeleine Jacquemer, elles s'appellent Madeleine Clémenceau Jacquemer. Elles s'appellent Thérèse Clémenceau Gatineau, etc. Donc, elles jouent un rôle et elles le tiennent très bien. Elles croient en ses valeurs. La République en premier. Mais est-ce que Clémenceau projetait sur ses filles une ambition ? Comment il imaginait leur destin ? Moi, j'en sais rien, honnêtement. Il le dit pas, comment il imagine leur destin. Mais quand Madeleine naît, il dit « J'ai la plus belle fille du monde, petite fille du monde qui vient d'arriver. J'ai hâte de retourner pour la retrouver, etc. » Donc, il leur fait confiance et je pense qu'il voit un destin similaire à celui du garçon. C'est ça qui m'a frappé. C'est que les trois enfants, il n'y a pas cette distinction. Ah ben, c'est une fille en premier, quel dommage. J'aurais préféré un garçon. Et puis en deuxième, pareil, il est très content d'avoir une fille. Et puis quand Michel arrive, il est très content, le garçon, il est très content de l'avoir. C'est-à-dire, il y a une égalité. Moi, j'ai senti cette égalité dans sa correspondance. Ensuite, qu'est-ce qu'il projette sur elle ? Qu'elle fasse un mariage honnête. Voilà. Mais il se fait quand même pas d'illusions. C'est pas un amoureux du mariage, Clémenceau. Un mot sur le lien de sororité de Madeleine et Thérèse, quasi jumelles, selon vos propres mots. Quel duo forment-elles ? Vous parlez d'une relation horizontale, non hiérarchique, qui prend fin à la mort de Thérèse en 1939. Oui, je pense que c'est un peu la capacité qu'ont les sœurs entre elles d'avoir ce lien horizontal. Malgré tout, je décèle quand même une ou deux phrases de chez Thérèse qui disent que Madeleine était l'aînée et que on la citait toujours en modèle. Donc, elles sont jumelles, elles n'ont que 2 ans d'écart, c'est vrai. Madeleine s'est beaucoup occupée de ses frères, de sa sœur et de son frère, mais elle reste l'aînée, mais elle les protège jusqu'à la mort de Thérèse. Elle sera là tout le temps. Et elle-même, ensuite, elle appelle Michel son frère chéri. Donc, Thérèse et Madeleine, oui, jumelles, avec peut-être un petit cran au-dessus, Madeleine. Mais il n'y a pas de concurrence entre les deux, même sur le plan mondain, sur le plan social. Non, vous l'avez pas senti. Non, je n'ai pas du tout senti, parce qu'elles n'ont pas le même rôle. Et ce rôle leur a été dévolu, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, il leur a été dévolu par leur père dès le départ. Thérèse est une mondaine, elle jouera un rôle de représentation dans la société. Madeleine va devenir une intellectuelle. Chacune à sa place, et tout sera parfait. Martine Allaire, une fois adulte, à l'orée du XXe siècle, quelle place Madeleine et Thérèse occupent-elles dans l'espace public ? Est-ce qu'elles se distinguent-elles par leur manière de l'investir ? On a parlé de l'élégance, on a parlé de la vie mondaine. Est-ce qu'elles prennent des positions ? Est-ce qu'elles donnent leur avis ? Je ne sais pas si on les interviewe régulièrement. Non, elles ne sont pas interviewées et elles n'ont pas cette chance de vous avoir comme intervieweur. Mais on les voit dans l'espace public. Par exemple, Madeleine, je n'ai pas vu si Thérèse y était, mais Madeleine est au procès de Zola.
Lorsque donc il est condamné après donc l'affaire dans l'Aurore au moment de l'affaire Dreyfus, eh bien elle est là. Donc elle soutient son père. Et puis ensuite on la voit dans tous les salons mondains et elle ouvre elle-même un salon républicain. Et tenir sa place dans un salon, c'est tenir sa place dans la société, c'est recevoir plutôt la bourgeoisie intellectuelle, politique, parisienne. Donc oui, elles tiennent leur rang et oui, elle y est. Vous qualifiez leur père, Georges Clemenceau, d'éclaireur pour l'égalité des sexes. Par quoi cette égalité passe-t-elle selon lui? Parce que au fond, il conteste pas vraiment la place des femmes au foyer. Non. Contrairement à ce qu'on a dit, d'ailleurs, sa pensée évolue sur ce plan. Au départ, peut-être, pensait-il que les femmes devaient rester chez elles, c'est mieux. Oui, il le dit, il l'écrit d'ailleurs. Mais plus ça va, plus il est favorable à l'égalité, en fait, des droits entre les hommes et les femmes, et notamment l'égalité civile. Et pour lui, je pense qu'il n'y a qu'un sexe, enfin, c'est pas je pense, il le dit, il n'y a qu'un sexe face à cette liberté, à cette égalité des droits. Et d'ailleurs, par exemple, dans l'égalité civile, en 1907, au moment où il est président du Conseil, eh bien, il acceptera, il fera passer comme loi que les femmes aient le droit de toucher leur salaire. Donc, en 1907. Donc, à ce moment-là, il est vraiment, on voit qu'il est favorable à cette égalité entre les hommes et les femmes. Le terme féministe, d'ailleurs, apparaît à ce moment-là, à la fin du 19e siècle. À l'époque, on revendique notamment le fait que les femmes puissent pratiquer tous les métiers. Quel féminisme Madeleine Clemenceau, qui est peut-être la plus engagée, embrasse-t-elle? Moi, je pense que le terme féministe, comme vous le dites, et qui date de 1870, elle l'utilise pas. C'est un peu anachronique, en fait, concernant Madeleine. Je dirais plutôt qu'elle est favorable à une émancipation. Et cette émancipation, elle passe par le travail et elle passe aussi par la place que chacun doit occuper et elle doit permettre aux femmes d'échapper à leurs conditions. Mais le féminisme, à mon avis, c'est quelque chose de collectif. Or là, ma réponse est individuelle. Enfin, ce concerne que Madeleine. Pour Madeleine, son féminisme, c'est l'émancipation. On a le sentiment, en lisant votre livre, que Clemenceau projetait sur sa fille aînée, Madeleine, peut-être la prolongation de lui-même. Oui. Est-ce que c'est vrai? Vous avez raison. Tout à fait. C'est la prolongation de lui-même. Ils se ressemblent énormément, Madeleine et Clemenceau et son père. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se disputent pas mal. Ils sont souvent, ils sont en conflit, ils s'agacent, ils se cherchent en même temps. Mais Madeleine, c'est un peu un Clemenceau féminin, évidemment sans cette dimension politique extraordinaire du grand homme. Mais elle est comme lui, elle aime les mêmes choses, la Grèce antique, la culture, l'instruction. C'est une femme très instruite, ses 2 filles et 3 enfants sont instruits. Ils parlent des langues étrangères, ils ont appris le latin, le grec. Donc, en fait, Clemenceau et ses enfants, eh bien, c'est un petit peu la même histoire. Ils vivent la même chose, mais particulièrement Madeleine et Michel aussi. Est-ce que, un peu moins. Vous l'avez dit au début d'émission, Madeleine Clemenceau était une femme de lettres qui a été reconnue de son temps et oubliée ensuite. Oui. Comment vous l'expliquez? Alors, je pense qu'elle a été reconnue grâce à ses écrits sur la guerre de 14. C'est vraiment formidable. Moi, c'est le premier livre que j'ai lu. J'étais sidérée de voir les hommes de bonne volonté et puis de découvrir les hommes de mauvaise volonté dont on parle pas. Et pour cause, puisqu'elle dénonce l'armée pendant la guerre et avec vraiment, c'est une diatribe très violente. Donc, elle-même écrit grâce à la guerre, puis des années 20 aux années 30, elle écrit de plus en plus. Et à la mort de son père, elle se lâche un petit peu. Il meurt en 1929 et elle écrit beaucoup en 1931,
c'est la mort de René. Donc, il y a un petit temps d'arrêt parce qu'elle est très choquée par la mort de son fils. Puis, mais les années 1932, 33, 35, elle rentre au jury du Féminin. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle écrit un ouvrage sur Louis XIV. Donc, en fait, c'est une femme qui petit à petit entre en écriture et son émancipation, elle vient grâce évidemment à l'écriture. Alors, elle a été oubliée en 1950, on va dire. Vous avez parlé du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a changé totalement de paradigme. Je pense que la première chose, c'est que le roman de toutes ces dames du féminin n'est plus du tout à la mode. On a changé d'écriture. Le nouveau roman est un anti-roman. En fait, l'écrivain vit son aventure dans l'écriture. Oui, mais pourtant, elle avait fait des biographies comme celle de Madame Roland, qui aurait pu peut-être faire date et être une biographie de référence. D'ailleurs, c'est intéressant qu'elle, cette femme salonnière qui est comme elle, épistolière comme elle, mémorialiste et guillotinée en 1793, l'est inspirée. C'est pas étonnant parce qu'elles sont toutes les deux courageuses, engagées. Donc l'une elle s'engage dans la guerre, l'autre s'était engagée dans la Révolution auprès des Girondins. Non, c'est pas étonnant, mais je pense que ce que je vous disais, on a changé de paradigme. Donc c'est cette mode est passée. Et la deuxième chose, c'est que après la guerre, il y a un antiféminisme en fait. Les hommes ont été vaincus pendant au moment de la défaite et de l'occupation. Donc cette virilité écrasée fait que on parle plus beaucoup des femmes et des femmes littéraires en 1950. Et puis la troisième raison, à mon avis, aussi pour laquelle on l'a oubliée, c'est qu'elle a été submergée par l'œuvre de son père. L'œuvre de son père, journaliste, écrivain, mémorialiste, fait qu'on a... Il ne pouvait y avoir qu'un seul Clémenceau dans la famille. Voilà. Et que c'est très difficile d'être la fille d'un homme célèbre. Merci beaucoup Martine Allaire de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Madeleine et Thérèse Clémenceau, les filles du Père la Victoire. Je rappelle votre livre donc, Les Sœurs Clémenceau, paru aux éditions Talendier. Europe 1, 15h, 16h, Historiquement Vôtre.